Charles Barraud, bonjour. Bonjour. Alors Charles, vous êtes le fondateur de l'association Rupture, Oui. également entrepreneur multi-activités dans la vie. Et l'association Rupture, qui réunit un certain nombre d'entreprises, a été créée à partir d'un déclic autour d'une conférence, je crois, de Gunther Pauli sur l'économie bleue. Oui, tout à fait. C'était lors d'une rencontre APM à Bordeaux. Ouais. Et effectivement, c'était il y a 5 ans environ. C'est la première fois pour ma part que j'entendais à l'époque, il y a 5 ans, je répète, qu'il fallait arrêter d'opposer écologie à économie. Que l'écologie nous est toujours présentée comme un sujet complexe, négatif, de décroissance, un sujet qu'on a trop confié à des experts, etc. etc. Et finalement, le monde de l'économie n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. C'était pour la première fois que j'entendais, non, justement, le chef d'entreprise renverse cet enjeu qui n'est pas forcément positif, Ouais. justement en opportunité de développement, mais de développement de l'entreprise d'une façon différente, basée sur l'économie circulaire comme on parlait tout à l'heure, mais aussi sur le territoire, d'entraîner les équipes, de changer de modèle en fait. Et j'ai eu effectivement ce déclic-là, certainement c'était dans ma tête depuis un moment, mais il faut toujours un petit déclic. Et l'histoire est partie de là. Et le concept même d'économie bleue par rapport à l'économie circulaire ou l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y a des caractéristiques propres à l'économie bleue ? En fait, l'économie bleue, c'est une couleur qui a été mise comme ça, parce qu'il faut toujours mettre des images. C'est tout simplement reprendre différentes briques. Donc il y a l'économie circulaire, il y a le territoire, il y a l'inclusion. Dans un esprit en fait de changer complètement de modèle pour aller vers une régénération et non... d'aller vers un mieux environnemental et social au fur et à mesure, Ouais. qui va nous entraîner vers une régénération, sans oublier évidemment l'inclusion, comme je disais, et aussi, ce qui est très important, la transmission aux nouvelles générations. Et ça aujourd'hui, c'est un bloc hyper important dans toutes les activités Rupture. Il y a aussi une fibre autour du biomimétisme dans l'économie bleue. Oui, c'est s'inspirer de la nature. Déjà, c'est retrouver un lien avec le vivant. Ouais. Alors on ne le retrouve pas parce qu'on est a priori des êtres vivants, donc le lien avec le vivant, on l'a en continu. On est déjà un écosystème en nous, mais c'est retrouver en fait du bon sens. On a peut-être oublié ce bon sens naturel de regarder un arbre, de regarder la nature, ce qu'elle peut nous apprendre, ce qu'elle peut aussi nous transférer dans le monde économique. Ouais. On a l'habitude de mettre de la climatisation, etc. un peu partout, mais en mettant des arbres où il faut, quand il faut, on peut s'affranchir de la climatisation. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. C'est le bon sens. Par rapport aux challenges du 21e siècle, on sait que les challenges sont considérables. Ouais. On a tous les rapports GIEC et autres qui le chiffrent aujourd'hui, et donc on le mesure de manière très factuelle. Ouais. L'évolution vers cette économie régénérative, cette économie bleue, comment vous la percevez comme étant une véritable chance d'être dans les objectifs de 2030 ? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont assez vite ? Alors non, ça ne va pas assez vite. Ça, je pense que beaucoup de gens sont conscients. En tous les cas, les états d'esprit des dirigeants, des managers, etc., tous les écosystèmes, la collectivité, ouais. On voit qu'il y a une grande évolution. Donc on va parler de choses positives quand même. Donc ça évolue par rapport à il y a 5 ans. Voilà. On voit qu'on est en train de switcher, mais on switch trop lentement. L'enjeu est considérable, on ne va pas les rappeler parce qu'on les connaît. Tout justement l'enjeu, c'est de réussir à transformer cet enjeu global qui nous dépasse tous en enjeu de territoire d'une façon pragmatique où chacun peut agir en fait. C'est pas forcément des grandes actions qui vont nous demander un fric considérable ou changer complètement de vie du jour au lendemain. Il y a plein de petites actions qu'on pourrait lancer qui changent énormément de choses. Ouais. Donc déjà si on pouvait commencer par ça et après effectivement aller de plus en plus vite. Mais non, effectivement, on n'est pas sur une échelle temps suffisamment rapide par rapport aux enjeux qui nous arrivent. Dans 10 ans, ça va commencer vraiment à se perturber, quoi. Ouais. Il y a donc un enjeu de résilience en même temps pour c'est un enjeu de résilience, c'est un enjeu économique. Comment on va faire en termes de gestion de l'énergie, de matières premières, de pénurie. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai des activités où c'est très compliqué de réussir à suivre en termes d'approvisionnement. Ouais. Et surtout, en termes de géopolitique. Il y a un bouleversement qui va nous arriver, alors pas dans 10 ans, ça va certainement prendre un peu plus de temps. Comment on va réussir à gérer ça ?
Et aujourd'hui, l'association Rupture, c'est combien d'adhérents? Quels sont les chiffres clés que vous pourriez nous partager? Alors, les chiffres clés, déjà c'est une création le 14 février 2018, Ouais. c'est une belle date. La fête quand même de l'amour, a priori le 14 février, alors c'était pas du tout choisi, c'est le hasard du calendrier, mais on aime bien le rappeler. Aujourd'hui c'est 150 adhérents, structures adhérentes, privées, entreprises en grande majorité, collectivités, Ouais. écoles et des particuliers. On a plusieurs étudiants qui sont aussi adhérents, etc. Ça entraîne en fait ces 150 structures adhérentes, plus de 400 personnes qui viennent travailler tous les ans sur des projets. Nous, on appelle ça des chantiers, c'est hyper opérationnel. Il y a combien de chantiers? Aujourd'hui, on a 8 têtes de pont en termes de chantier qui drainent derrière une vingtaine de projets qui sont menés au quotidien. Rupture, c'est 5 permanents, Ouais. 5 salariés, bientôt 6, qui en fait animent les projets. On a 2 personnes et demie au quotidien qui font de l'animation de projet, de la gestion de projet. De la communication ensuite et tout ce qui est management, recherche de fonds, etc. etc. Donc on est dans l'hyper opérationnel. Ouais. L'idée aujourd'hui c'est de fournir du livrable. Donc depuis un an on écrit du livrable, des outils, des choses qui aident à simplifier, de la simplification parce que c'est pas facile de comprendre des enjeux, de comprendre des solutions qui ne soient pas pires que le problème. Donc voilà, l'environnement, c'est pas si simple. Et du coup, tout ce travail que l'on mène au quotidien est en free. Ouais. Sur nos sites internet, on édite aussi des livres. D'accord. On a édité le livre Le coup d'après, fin 2020, qui est un livre de solutions, coécrit par tous les adhérents, de solutions, de bonnes pratiques, d'interviews de chefs d'entreprise, pour simplement donner envie qu'on peut y aller. Ouais. C'est pas un problème, c'est pas un sujet de bobo écolo en fait, de transformer l'écologie dans le monde économique, quoi. C'est pas un problème. C'est vraiment un sujet économique. Donc des chefs d'entreprise sont venus témoigner dans un recueil Le coup d'après, et on a certainement un futur ouvrage qu'on va écrire dans les mois, au moins pour fin 2023, sur une philosophie de vie. D'accord. On va réussir à changer de philosophie de vie. Oui, finalement, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Et l'intitulé du livre, Le coup d'après, ça fait une bonne transition pour la question qui va suivre. L'évolution de Rupture, quelle est la perspective, quelle est l'ambition? Vous avez plutôt commencé Grand Ouest, une ambition qui est nationale. Ouais. Alors aujourd'hui, les perspectives, on est vraiment assis sur les territoires de Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire. Donc on va déjà bien s'asseoir sur ces 3 départements. On y va vraiment étape par étape. Étape par étape. On va s'agrandir sur la région Pays de la Loire au fur et à mesure. Et ensuite, on est en train de structurer donc, un développement national. Et là, cette structuration, ça passe par une collecte de fonds, ça passe par des antennes qui vont s'implanter ici et là. Alors ça passe déjà par du bon sens. Et des chefs d'entreprise, des collectifs, en fait, nous ont appelés. Depuis 6 mois, on est très sollicités. Donc on a fait beaucoup de visios avec des gens du sud de la France, de l'Est, du centre de la France aussi. Donc on a écouté en fait, c'était quoi pour eux leur vision par rapport à tout ça, leur envie. Et il y a des noyaux durs de chefs d'entreprise qui se sont constitués au fur et à mesure. Et là on est en train de travailler avec eux finalement pour construire. Et franchement le modèle, c'est soit une association qui existe déjà et on aura un lien avec eux. On n'a pas vraiment de modèle aujourd'hui, on est en train de co-construire avec chacun pour trouver le modèle le plus efficace, parce que l'idée c'est pas de refaire des choses qui existent déjà, c'est peut-être simplement de mettre en lien, enfin on est en train de construire. En tout cas, le fait d'avancer à petits pas, on voit bien qu'il y a un effet d'entraînement derrière. D'autres sont interpellés par l'initiative et veulent gagner du temps pour se lancer également. Oui, tout à fait. Ouais. Et s'il y avait un frein ou des freins majeurs détectés à travers toutes ces interactions pour que toutes les entreprises puissent véritablement se lancer dans les transitions, ce serait quel frein principal? C'est une bonne question. Quel frein majeur? Que le chef d'entreprise prenne conscience que c'est un impératif en fait. Que c'est pas un sujet juste RSE pour faire joli par rapport aux clients ou aux financiers. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. Que ceux qui n'arriveront pas à imaginer leur modèle différemment dans les années qui arrivent vont se prendre le mur. Soit le mur commercial parce que les clients ne voudront plus acheter leurs produits ou leurs services, soit le mur tout simplement de fonctionnement parce qu'il n'y aura peut-être plus de matériaux pour fournir leur business, etc., etc.
Donc en fait, aujourd'hui, ça ne devient plus un choix de vision ou d'envie de créer quelque chose de différent. Ça devient simplement un choix de chef d'entreprise. Ouais, finalement. Gestionnaire de sa boîte qui doit anticiper quelques actions comme ça. 2050, 0 emprise foncière supplémentaire pour construire une nouvelle usine ou des nouveaux bureaux. 2050, c'est demain quand on imagine le développement d'une boîte. Donc, comment on imagine aujourd'hui nos bâtiments étendables à la verticale, etc. etc. Ouais, finalement, on vit la même chose qu'à l'époque du numérique il y a 20 ans. Ceux qui iront trop tard en paieront les conséquences lourdement. Certainement, il y a 20 ans, 25 ans, il y en a plein qui disaient Internet, ça ne marchera jamais, le site Internet, c'est pas pour nous, je suis sous-traitant, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un site Internet, quelle que soit l'activité, est impératif. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous.